ravi de vous retrouver, c'est Laurent-Frédéric Vollet, c'est l'Afterlap, le podcast du sport auto, c'est l'épisode 108, un épisode aujourd'hui qui va nous tenir chaud au cœur parce que on va évoquer cette finale du WRC 2021, ce rallye Monza et ce résultat que vous connaissez forcément déjà, cette victoire et ce titre, coup double pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, que j'ai mis en petite photo derrière moi, vous devez apercevoir ça. Et face à moi, en audio et en vidéo sur la chaîne notamment YouTube de l'Afterlab, c'est mon ami et expert consultant du WRC, notre cher Guillaume Lafay. Salut Guillaume. Salut Hélène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, on ne va pas déroger une tradition, puisque vous savez, quand on se lance dans notre enregistrement, je ne sais pas ce que me réserve Guillaume à chaque fois, mais je sais qu'à chaque fois, il y a un petit quelque chose. Voilà, la petite surprise du début, la petite surprise de fin. Et donc là, voilà, je tenais à marquer, même si c'est un petit peu franchouillard, un petit peu François le Français, ce très très beau week-end qu'on a vécu dans tous les sports. Je pense notamment à l'équipe de France de rugby, à laquelle je tire mon grand chapeau, parce qu'ils nous ont fait un sacré match, un sacré exploit. Et puis on n'oublie pas non plus la paire française au tennis, et puis les belles performances d'Alpine, les deux Ocon et d'Alonso pendant le Grand Prix du Qatar. Mais effectivement, le point d'orgue, c'était ce 8e titre, en tout cas pour nos amis Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, qui conclut une carrière absolument exceptionnelle de la meilleure des manières, avec la victoire. Voilà. Et voilà pourquoi cette semaine, l'épisode de l'Afterlap ne sera pas consacré à la Formule 1 et à ce Grand Prix du Qatar qui n'a pas été exceptionnel, on va dire ça comme ça, même si évidemment le contexte de cette fin de saison est génial en F1 aussi. Mais non, là c'est priorité. Et dans mon esprit, ça a toujours été clair quand j'ai vu qu'on était parti pour un rallye fabuleux à Monza dès la première spéciale. On va en reparler bien sûr et on va détailler tout ça, Guillaume. Mais voilà, priorité WRC. Alors évidemment, ce côté franco-français, on va l'assumer, mais on ne se refait pas. Et on a suffisamment tout au long de cette année, Guillaume, qu'on a passé ensemble avec nos débriefs à chaque fois réguliers, on a suffisamment avoué notre admiration pour Sébastien Ogier pour évidemment ne pas réagir aujourd'hui, alors qu'il rentre encore un peu plus dans le panthéon du sport français. Mais là, j'ai envie de dire, on a bien compris, allez, on y va, on démarre dans le débrief, on a bien compris, Guillaume, que pour Sébastien, le titre, bien sûr, c'était l'objectif absolu, mais on a compris dès le début qu'il y avait une bataille pour aller aussi gagner ce rallye Monza. Hein. On a bien senti que Sébastien, il voulait y mettre la manière. Il voulait y mettre la manière, c'est sûr. Après, je pense qu'ils n'étaient pas non plus prêts à tous les sacrifices pour avoir cette victoire. Cette victoire a d'autant plus de saveur que c'était le dernier rallye de Julien Ingrassia aux côtés de Sébastien Ogier. On sait que Sébastien va refaire quelques rallyes en 2022 avec les nouvelles WRC. Mais pour cette dernière saison complète et pour offrir, je pense, une sortie en bonne et due forme à son compère de 15 ans, Julien Ingrassia, il voulait vraiment essayer de faire le maximum. Et puis il s'avère que les Hyundai ont été assez rapidement en retrait aussi. Donc ça lui permettait d'avoir une petite marge par rapport à Evans. On sait qu'il est quand même un peu plus rapide sur cette surface qui est pas sa surface de prédilection, mais pas loin, et que Evans a toujours un petit peu de retrait sur le goudron. Donc il l'a répété pendant tout le week-end, Sébastien, qu'il se focalisait uniquement sur sa course, sur son rallye, sur ce qu'il avait à faire pour être champion. Mais effectivement, quand il a fallu sortir les gros chronos, il a pu le faire. Il a pu le faire et aller chercher de fort belle manière cette victoire qui fait plaisir à beaucoup de monde, je pense. Ouais. Il y a plein de choses qui nous ont traversé l'esprit parce que tu as été, comme moi et comme vous tous, chers amis, les fidèles du sport auto, vous avez vibré à cette Power Stage et à cette arrivée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup encore d'émotions, je pense, qui nous submergent, Guillaume. L'arrivée de la Power Stage, quand il y a la joie dans l'habitacle, quand on monte sur le toit, quand à un moment donné, Julien est tout seul aussi, et que Sébastien, en contrebas, l'applaudit. C'est fort, c'était fort. C'est très fort, et c'est des moments qui sont exceptionnels.
J'ai lu une interview comme quoi Julien Ingrassia ne s'était absolument pas projeté dans le cas de cette victoire au championnat et de la victoire du rallye. On voit même à la fin, à l'arrivée, Ogier commence à fêter le titre, mais au bout de quelques secondes, il se rend compte qu'il ne sait même pas s'il a gagné le rallye ou pas. Il a de fortes présomptions parce qu'il avait quand même 7 secondes d'avance au départ de la dernière spéciale. Mais ils avaient vraiment ce titre en tête et en fait, la victoire, c'est la cerise sur le gâteau. Et effectivement, de beaux hommages qui ont été rendus à Julien sur le fait qu'il était tout seul sur le toit, que Sébastien lui dit, bah, en fait, la légende aujourd'hui, c'est lui. C'est pas lui, c'est pas moi, c'est pas nous deux, c'est vraiment lui qui tire sa révérence. Et puis quand il monte sur le podium aussi, qui monte tout seul dans un premier temps, ça, c'est des moments qui sont forts et qui marque vraiment la carrière exceptionnelle de Julien Ingrassia et son professionnalisme jusqu'au bout. Ouais. Non, c'était beau, tout simplement, c'était fort, c'était émouvant. Je vois aussi Sébastien qui fend la foule pour aller manifestement embrasser sa femme et son fils. Les casques spéciaux qui avaient été faits. Ah oui, non, là, ça allait au-delà. Et effectivement, le fait que Sébastien dit, en fait, j'ai gagné ou pas, c'est vrai qu'on s'y attendait pas forcément. Là, il y avait un petit déversement d'émotions, quoi. C'est ça, rattrapé un peu par la réalité, en fait, après quelques secondes, une minute ou deux. Et puis ces casques, oui, ces casques dorés. Alors moi, ça m'a fortement rappelé ce qui s'est passé avec Fabio Quartararo Exactement. au MotoGP. Mais finalement, j'ai vu que en fait, ces casques étaient prêts depuis septembre-octobre, qu'ils les avaient prévus et qu'ils pensaient pouvoir rouler avec sur la dernière manche. Et puis que finalement, les événements n'ayant pas tourné vraiment en sa faveur, et ben, il a été obligé de les garder jusqu'au dernier moment, mais qu'il souhaitait vraiment aussi en hommage un peu à Fabio et à son titre de champion du monde moto, les montrer et tout simplement pouvoir les porter au moins quelques secondes sur le toit de leur voiture, ce qui était amplement mérité. Ouais. Et c'est plus qu'une médaille d'or qu'ils sont allés chercher là. Ah oui, oui. Non, non, mais moi aussi, en t'en parlant, je suis encore un peu, voilà, en train d'avoir de l'émotion qui affleure parce que je crois qu'on a tous été pareils et qu'effectivement, on a vraiment apprécié ça à 200%. C'est vrai que si on revient sur Julien qui est mis en évidence de façon très, très sympa par Sébastien, en tout cas très classe. C'est vrai que, et c'est pas encore pour faire une comparaison, parce qu'on le sait, ça a toujours un peu pollué le débat avec Sébastien Loeb, voire en l'occurrence avec Daniel Elena, mais qu'on peut vraiment avoir le sentiment, Guillaume, que le duo, effectivement, Ogier-Ingrassia, c'est vraiment additionné et que la somme des parties était vraiment plus forte, tu vois ce que je veux dire, que leur valeur pure. Ils ont vraiment su créer un binôme dont on sent que la compétitivité et l'efficacité a été exceptionnelle tout au long de leur carrière. Eh ben, le mot que tu as employé, compétitivité, c'est exactement ça. C'est leur sérieux, la manière de préparer les événements, leur implication, la dévotion à leur sport. En fait, c'est clairement une page qui se tourne parce que c'est sûr qu'on les a beaucoup comparés, que ce soit, tu l'as dit, Ogier par rapport à Loeb ou les deux couples Ogier-Ingrassia, Loeb-Elena, c'est pas du tout les mêmes. On a des besogneux d'un côté, on a plutôt des talentueux, on va dire, sans dire qu'il n'y a pas de talent de l'autre côté, et bien au contraire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes manières de fonctionner. Le degré d'implication et le professionnalisme n'est pas poussé à l'extrême dans les deux cas. Et à l'inverse d'un couple Loeb et Lena où on sent vraiment une amitié, le fait qu'ils sont amis en fait, voire plus que ça dans la vie courante, on le sait, hein, Sébastien et Julien ne sont pas les meilleurs amis du monde. Forcément, ils s'entendent bien, ils passent je ne sais combien de jours de l'année ensemble. Ils ont passé 15 ans ensemble, donc forcément qu'ils s'entendent bien. Mais ils n'ont pas j'allais dire, cette étincelle en plus qui fait que certainement ils vont rester très très proches pendant les 20 ou 25 prochaines années. Mais en tout cas, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue expertise et niveau de détail apporté à la discipline, c'est clairement eux la référence maintenant, chacun dans leur domaine. Des modèles de professionnels, de professionnalisation, d'efficacité, d'implication, d'investissement. Tu l'as dit, tous ces termes, on les partage ensemble, Guillaume. C'est vrai que rarement, moi, je le dis pour un peu conclure, on l'a déjà dit, mais c'est vrai, rarement dans le sport français, un tel niveau effectivement d'engagement, d'objectifs à conserver, de route à tracer n'a été aussi évident
Et dans tous les sports, je veux dire. Là, c'est du niveau de Riner, d'Estanguet, tu vois, des légendes du sport français. Une implication pareille, c'est pas évident, hein. On n'en a pas toujours connu ça en France même. Eh ben, voilà, c'est ça, c'est un peu, je dirais, malheureusement, un défaut français où on va se dire que l'important c'est de participer, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, dans d'autres pays comme les États-Unis, hein, où eux, ce sera vraiment tout pour la gagne, et au contraire, plus on est arrogant, enfin, on emploie ce terme en France, arrogant, mais aux États-Unis, c'est pas ça, c'est plutôt ambitieux. Mais oui, tu le mentionnes, en France, on n'a pas forcément tout le temps cet état d'esprit-là. Et moi, il y a deux sportifs qui sont aussi mes exemples et j'allais dire mes idoles, c'est Tony Parker et Martin Fourcade, qui sont exactement dans ce même niveau d'aller chercher le détail, d'aller chercher la perfection dans absolument tout ce qu'ils font. Et même quand ils semblent être parfaits, trouver d'autres domaines dans lesquels ils peuvent progresser encore pour continuer à être au sommet. Et ça, c'est dans tous les domaines. On le voit maintenant avec Tony Parker qui continue d'exceller dans d'autres domaines, hein, que ce soit le business, que ce soit l'ASVEL, enfin plein d'autres choses. Mais c'est un état d'esprit, c'est une personnalité, comme tu le dis, et clairement, ces sportifs-là que tu as mentionnés, c'est des exceptions en fait dans le sport, dans la vie courante en fait, parce que dans l'industrie, on a les mêmes qui sont moins médiatisés, mais qui ont ce même degré d'exigence envers eux-mêmes et envers tous ceux qui les entourent pour arriver à leur but. Oui, je me mets à la place d'Evans. C'est vrai, comment veux-tu battre presque à la régulière un tel monstre d'efficacité? Latvala, tu as vu aussi comme moi quelques déclarations où Latvala dit en substance: eh oui, je comprends pourquoi j'ai pas été moi champion du monde et pourquoi lui il l'est 8 fois, parce que encore maintenant, c'était à fond, quoi. Rien n'est laissé au hasard. Il fallait aller chercher ce 8e titre, quoi. Et Jari-Matti Latvala s'en est bien rendu compte, hein. C'est des monstres, effectivement. C'est beau, ça, de la part d'Jari-Matti d'avouer cet échec, hein, qu'il a eu par rapport à Ogier aussi souvent, en plus dans la même voiture sur la Polo qui dominait absolument le championnat à l'époque. C'est beau, effectivement, de reconnaître cette dévotion, ce professionnalisme. Encore une fois, on emploie toujours les mêmes mots, mais c'est vraiment ce qui caractérise le mieux ce couple. Et effectivement, Evans ne peut qu'accepter en fait la défaite, je dirais, parce que là, pour le coup, il l'a vraiment battu sur le terrain, pas par une sortie de route ou autre. Evans semblait être vraiment à la limite, lui aussi. Alors, bien évidemment, on va y revenir, hein, mais le coup, la grosse chaleur que Ogier a le dimanche matin dans la première spéciale où il vient effleurer un bloc de béton, ça fait des étincelles, ça fait des images qui sont juste folles. Et ben on va dire oui, il a encore eu de la chance. Comme à l'époque, Loeb avait de la chance, il crevait jamais, quand il tapait une grosse pierre, ça cassait pas. Ogier a eu cette soi-disant chance aussi tout au long de sa carrière. J'entendais une interview qui est extrêmement sympa, en tout cas, entre Richard Milner, André Adamo et Jari-Matti Latvala, et donc il rigolait un petit peu de là-dessus. Et André Adamo disait vraiment des choses qui étaient extrêmement intéressantes, c'est-à-dire que la chance, c'est le mot employé par les perdants pour reconnaître pour essayer de justifier la victoire des autres. Et pour moi, c'est exactement ça. Oui, il a eu un peu de chance, un peu de réussite. Latvala disait moi ça me serait arrivé sur ce bloc de béton là, j'aurais arraché la roue avant droite et puis j'aurais tapé le bloc d'après, j'aurais arraché la roue avant gauche et puis après je serais parti en tonneau. Et lui non, ça fait juste des étincelles. Mais voilà, c'est aussi le fait que il y avait peut-être cette petite marge qu'il avait pas calculée à ce point-là, mais en tout cas il était à la limite. C'est passé, tant mieux. On se rappellera aussi qu'Evans a eu le même coup de chance en Espagne aussi, où il s'est fait une énorme chaleur qui aurait pu tout simplement clore le championnat à ce moment-là. Donc voilà, chacun son tour. Et oui, Evans positionne ses pions pour l'année prochaine. Voilà. Ce sera une des références à battre. Voilà, je te propose maintenant, une fois qu'on a un petit peu réagi sur le contexte général et rendu hommage à cette paire de champions exceptionnels que sont Sébastien Ogier et Julien Gracien, je te propose de revenir un petit peu plus sur le déroulement de ce Rallye Monza qui a quand même été super intéressant. Ouais. Juste pour petite parenthèse pour finir, je suis persuadé moi que Latvala, que j'adorais en tant que
que pilote quand même et en tant que personnalité, je crois qu'honnêtement, il a un patron formidable. Il a su laisser un peu aussi, on va dire, Sébastien en mode liberté, voilà. C'est pas Yarimati qui tout au long de l'année a dit à Sébastien ce qu'il devait faire, c'est évident. Mais je pense qu'il a su parfois forcément mettre du lien. Et je crois que ce côté humain, très spontané, qu'a toujours eu Jari-Matti Latvala, ce qui a toujours été même surprenant pour un Finlandais, là ça s'exprime parfaitement. C'était le meilleur patron possible pour Toyota après Mäkinen. Hein. Oui, alors après, je vais avoir exactement le même discours qu'à la fin du Monte Carlo. Et d'ailleurs, si nos spectateurs veulent regarder l'épisode, je dirais qu'il a eu un rôle assez facile en fait. Il n'y a pas eu de situation de crise à gérer. Il n'y a jamais eu de tension vraiment extrême entre les pilotes ou de bataille à décider, hein, par exemple. Donc, il a très très bien fait son travail, ça c'est certain, en termes de communication. On l'a encore vu ce week-end là où il met la blouse de mécanicien avec Kaj Lindstrom pour faire genre ils sont les mécanos de Ogier et Hidratka sur la dernière assistance. Donc voilà, en termes de com, c'était très très bien. Après, j'attends de voir quand même l'année prochaine, par exemple, s'il y a une bataille Evans-Rovanperä ou si par exemple Ogier est devant Evans au Monte-Carlo. Est-ce qu'il va se permettre de demander à Ogier de laisser passer Evans pour marquer plus de points en championnat? Voilà, dans cette situation-là, c'est là où on va vraiment voir s'il a un impact et une vraie patte, en tout cas, à apporter à cette équipe Toyota qui a tout simplement déroulé tout au long de la saison. Ouais, non, mais remarque très pertinente, Guillaume, et tu fais bien de nous la donner. Alors, je vais te poser quelques questions sur le déroulement sur Rally Monza, et on sait que toi, l'ingénieur que tu es, évidemment, en sport automobile, tu vas forcément avoir des choses intéressantes à nous dire, comme d'habitude. Non, sur la bataille des hommes proprement dite, moi, j'ai envie quand même de rendre aussi un grand hommage à Elfyn Evans, parce que, écoute, il a poussé aussi Sébastien dans ses derniers retranchements. Ils se sont échangés la première place 5 ou 6 fois, hein, si j'ai bien compris. Fabuleux, et c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on allait sur le live timing ou voir où ça en était, et que je m'apercevais qu'Evans avait repris la première place, puis que Sébastien la reprenait, c'était extraordinaire. Et là, un peu, ils étaient, je vais pas dire qu'ils nous ont fait une Hamilton-Verstappen, mais enfin, je suis pas loin de le penser, ils étaient un peu deux seuls, et puis les autres derrière. Hein. Tu peux clairement le penser, hein, parce que depuis le départ du rallye, les Hyundai, comme je le disais tout à l'heure, ont été en retrait, et sont clairement livrés à un mano à mano, juste tous les deux, un vrai duel à distance, puisque c'est le rallye, hein, donc forcément il n'y a pas les contacts qu'il peut y avoir potentiellement en Formule 1, mais encore une fois dans cette interview croisée des trois directeurs d'équipe, à la fois Adamo et Milner disaient, mais de toute façon nous dès le départ, la première journée on s'est dit ils finiront pas tous les deux, c'est pas possible que sur ce rythme-là ils puissent finir tous les deux, et puis finalement si. Et de très très belle manière, ils ont offert un spectacle absolument exceptionnel. Alors, on ne sait pas effectivement la marge qu'avait Ogier par rapport à Evans. Evans, dans les interviews, affirmait que, vu comme il roulait, la marge ne devait pas être si grande que ça devant. Mais en tout cas, ça a été une superbe bagarre. Malheureusement, il n'y a pas eu de Hyundai qui ont pu se mêler à cette bagarre-là, parce que dès les premières spéciales dans les montagnes, ils ont été un petit peu en retrait, ne pouvant pas faire chauffer leurs pneus suffisamment, donc ce qui les a un peu desservis. Et puis derrière, malgré quelques temps scratch de Neuville, c'était pas suffisant pour pouvoir revenir, surtout suite à sa petite touchette. Ouais. Cela étant, moi j'aurais eu envie, puisque j'embraye là par rapport à ce que tu dis, j'aurais eu quand même envie de mettre un bel accessite à Sordo. Parce que mine de rien, terminé à 21 secondes seulement de Sébastien Ogier, j'ai envie de me dire, non, c'est pas si loin que ça. Hein. Non, il a fait un rallye très très consistant. Je pense que lui aussi avait un petit peu, je dirais, des consignes de ramener la voiture le plus haut possible en cas de problème sur les Toyota. On sait qu'avant le rallye, de toute façon, Hyundai avait extrêmement peu de chances d'être champion. Il suffisait à Toyota de mettre une voiture dans les 7 premiers sans marquer de points dans la Power Stage pour être champion. Et donc, pour la petite histoire, je ne sais pas si tu avais vu l'interview de Andrea Adamo qui a dit, en gros, avant le rallye, qu'ils avaient autant de chances d'être champion du monde constructeur que lui avait de chance de tomber sur le numéro de téléphone de Jennifer Aniston, de lui passer un coup de fil, de l'inviter au resto et qu'elle accepte. Donc, d'accord, non, je n'avais pas vu ça, c'est marrant, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'il est toujours plutôt sympa, ce Adamo. Il est très spontané, quoi. Oui, non, c'est sûr, mais en tout cas, donc voilà, c'est pour ça que
On y reviendra, mais Calero Vanpera a fait un rallye en Oui. retrait complètement, hein. Il s'est contenté de dérouler. Ben oui, mais alors ça dit non. Si, si, non, j'enchaîne. C'est pas une décision latvalesque, si j'ose dire, ou de direction de Ah laisser si, Rovanpera. Oui, clairement, clairement. Et oui. puis Rohan Perra, dès l'arrivée des premières spéciales, a clairement dit, de toute façon, moi, ce week-end-là, j'ai rien à jouer. Il faut juste que je rapporte le nombre de points suffisant à Toyota pour que les deux de devant puissent se bagarrer et sans aucune arrière-pensée. Donc c'est pour ça qu'il s'est très vite positionné là où il devait l'être, avec un trou très conséquent en amont et en aval. Et puis il a déroulé son rallye comme ça. Mais je pense que ça n'a pas dû être marrant pour lui, en tout cas, Non. d'avoir le couteau sous la gorge tout le temps, de devoir rouler en retrait et d'être à l'affût du moindre petit bruit qu'il pouvait y avoir dans sa voiture parce que on n'est jamais à l'abri d'une casse mécanique aussi. Donc, Oui, mais là, donc, c'était bien une gestion, voire une consigne d'équipe. ah oui, 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 c'est sûr, c'est On est sûr. bien d'accord, oui. Hein, donc, il y a quand même Non, mais eu, là, tu vois, une oui, situation qui est un peu ouais, spéciale. Oui, oui, tout à fait. bien sûr, bien sûr. Littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rovanpera aurait pu gêner Ogier et Evans dans leur duel, quoi. Je pense pas qu'il aurait pu les gêner en tant que tel à la régulière. Par contre, il était absolument nécessaire pour Toyota d'assurer, en tout cas, le championnat constructeur, parce que ils auraient là pour le coup été très mal vus et ils seraient passés pour les dindons de la farce si les deux de devant se sortaient, s'il y en avait un qui avait un problème mécanique, l'autre sortait et que Rovanpera en plus sortait de la route également et qu'il se retrouve sans le championnat constructeur alors qu'il leur était servi sur un plateau d'argent. Hmm. Euh, donc pour moi, c'est rien de moins que extrêmement logique ce qui s'est passé. C'est très très bien pour le sport parce que tout le monde est content. Rovan Perra a fait le show sur les dernières spéciales en montant des pneus neige pour faire des donuts à tout va sur le circuit et régaler les spectateurs. Mais en tout cas, c'était oui, une belle gestion et ça nous a offert un très très beau spectacle sur l'avant de la Ouais. course. Et puis pour revenir sur Sordo, oui, encore une fois, une belle performance de sa part qui confirme la confiance qui va lui être accordée une nouvelle fois sur un programme à temps partiel l'année prochaine en 2022. Mhm. Donc un beau rallye pour Sordo, en tout cas. Ouais, ouais, tout à fait. Tiens, deux petites questions là aussi. Je saisis la balle au bon par rapport comment dirais-je, à l'apparence et à la nature de ce rallye Monza, donc qui en est à sa deuxième année d'existence et qui quelque part sauve bien l'organisation d'un championnat du monde. Hein. Je pense que tout le monde est bien content aussi d'avoir Monza qui peut comme ça organiser une finale. Bon, deux choses. Moi, je suis toujours pas convaincu par le profil de la Power Stage. Enfin, c'est paradoxal, c'est-à-dire que quand on passe sur l'anneau, c'est génial. Il y a quand même des endroits où c'est piégeux et puis c'est assez spectaculaire. Mais ce côté un peu gymkhana, j'ai du mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, après, c'est le découpage du rallye en lui-même qui est un peu spécifique, hein. Il ne faut pas oublier que ce rallye, le rallye show de Monza, comme on l'appelait avant, et ben voilà, c'est un rallye show. C'était une épreuve de fin de saison qui permettait à des pilotes venus de diverses disciplines, puisque le fameux et tout jeune retraité Valentino Rossi l'a disputé à plusieurs reprises. Donc oui, c'est un rallye qui était sur le circuit, dans lequel on traçait des spéciales à l'intérieur du circuit, dans les bois, un peu sur la terre, mais qui s'est aussi bien accommodé de la réglementation WRC avec de superbes spéciales dans les montagnes. Oui, C'est juste dommage qu'il n'y en ait pas eu plus par oui. rapport au nombre de kilomètres parcourus sur le parcours complet du rallye. J'aurais préféré que ces spéciales, en tout cas de circuit, soient un peu plus limitées que ce qu'elles ont pu l'être, puisque le dimanche matin, on n'a eu que des Oui. spéciales sur circuit, le samedi après-midi de la même manière, le vendredi après-midi aussi. Donc il y a un terrain de jeu qui est exceptionnel dans la région de Bergame, là autour de Monza. Et c'est dommage qu'on soit aussi souvent sur ce circuit. Je lisais pas plus tard que ce matin une petite interview de Fourmeau qui disait normalement ce sera la dernière édition du Rallye de Monza en WRC. Lui ne la regrettera pas. Mhm. Et j'ai l'impression que oui, l'année dernière, tout le monde était extrêmement enjoué et enthousiaste d'aller en Italie, en plus avec les conditions dantesques qu'on avait eues avec la Mhm. neige, etc. Là, cette année, on attendait de voir ce que ça allait donner, et malheureusement, ça a été un petit peu une répétition de ce qu'il y a eu l'année dernière.
mais encore une fois dans des paysages magnifiques sur Oui, les oui. hauteurs de Monza, et ça a fait des images et des caméras juste incroyables. Mais oui, alors je voulais te parler de la spéciale du samedi matin qui était télévisée. Il me semble que c'est le samedi matin, oui, où tu as le départ de la spéciale, donc en mode montagne, un peu Monte-Carlo même, on peut dire. Et au milieu, tu as vu, tu as cette bande de brouillard qui Mm. vient troubler vraiment le jeu. Et après, au sommet, c'est de nouveau ensoleillé. À la redescente, on retrouve le brouillard. Et là, j'avoue qu'effectivement, c'est pas une situation si courante que ça, d'avoir comme ça un brouillard à couper au couteau au milieu d'une spéciale. T'as connu ça beaucoup, toi, des fois, quand tu étais sur le terrain? On va dire comment dire, moi non, parce que malheureusement j'étais pas dans les Non, voitures, non, mais mais en tu vois, plein les caméras embarquées, oui, oui, c'est des oui. choses qui peuvent arriver dans les spéciales un peu montagnardes, hein. Tu l'as cité au Monte-Carlo, en Argentine, on a vu ce genre de brouillard également, au Pays de Galles, même si c'est beaucoup plus dense. Mhm. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est des conditions dans lesquelles, ben, normalement, Ogier, à l'instar d'un Loeb à l'époque, excelle. Donc ça l'a aidé un petit peu dans la construction de son avance sur le samedi matin. Mais de manière générale, on a vu que Ogier était plutôt plus à l'aise sur les spéciales de montagne, alors que Evans Mhm. l'était beaucoup plus sur les spéciales du circuit. Oui. Donc non, ça a fait de très belles images en tout cas. Et écoute, moi c'est pareil, très très content d'avoir vu ces deux éditions du Rallye de Monza. Mhm. S'il est remplacé par un autre l'année prochaine, ça me choquera pas plus que ça. Après, s'il a à revenir, j'aimerais en tout cas qu'il y ait beaucoup plus de spécial dans les montagnes Ah oui. que sur le circuit. Non, mais c'est sûr qu'on imagine que rien ne pourrait rivaliser avec une fin de saison qui se déroulerait par exemple au Japon ou en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est sûr que là, ça le ferait super bien. Bon, maintenant, je ne sais pas Alors ce que nous réserve, hein. En tant qu'Européen, je t'avoue que c'est un petit peu plus compliqué, et les fins de saison qu'on a pu avoir en Australie, ça gâche un petit peu des choses, que ça se passe Ouais. la nuit, que Mhm. bon, tu as toujours besoin d'aller te coucher parce qu'il y a le boulot le lendemain matin ou autre, et de ne pas pouvoir le suivre. C'est un petit peu dommage d'avoir ces finales aux antipodes. Moi, la finale au Rallye de Grande-Bretagne, au Pays de Oui. Galles, elle me convenait très bien. Elle reste C'est vrai. légendaire. On n'oublie pas aussi que, bah, mine de rien, en 2008, c'est là que nos deux compères, là, Sébastien et Julien, ont marqué leur tout premier scratch dans la toute première spéciale qu'ils ont faite au Ouais. volant d'une WRC. On avait oublié ça, mais c'est incroyable. Et c'est Et déjà bah, très révélateur. Ah oui. voilà, ils ont peut-être pas gagné la Power Stage, ils font que deuxième, entre parenthèses, mais en tout cas, Oui. la boucle est bouclée. Ils commencent par une victoire de spécial, et ils finissent par une victoire de rallye et un championnat. Ah bah Chapeau. oui, non mais attends, puis si on se replonge dans la carrière et ses 8 titres, moi je reste persuadé que, bon alors les années domination Volkswagen, oui forcément j'ai envie de dire, mais il y a quand même 2 années où Sébastien gagne 8 ou 9 rallyes, bon il n'y a pas photo non plus, donc c'est exceptionnel. Et puis ces deux titres chez Ford, c'est ça qui maintenant fait notre admiration, parce qu'on sait bien qu'il gagne avec 3 équipes différentes et que personne ne l'a fait, oui voilà, donc ça veut tout dire. Mais quand même quand on y repense, ces 2 victoires chez Ford, enfin chez M-Sport plutôt, Ouais. là c'était vraiment fabuleux quoi. Bah oui, 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 hein, il y a pas vraiment de mots, hein, à la star d'un Rossi que je mentionnais tout à l'heure. Lui, enfin, c'est des pilotes qui ont su gagner sur des marques différentes, avec des contextes très différents. Julien le disait aussi, ils n'ont jamais eu de répit en fait. Dès qu'ils changeaient d'écurie, bah, ils étaient attendus au tournant. C'était à eux de gagner, c'était à eux de faire leurs preuves, de développer de nouvelles voitures, de nouveaux automatismes avec les équipes. C'est des choses qui sont pas simples, hein, ça. Faut pas le mettre sous silence. Quand on arrive dans une nouvelle équipe, on a beau avoir le statut qu'on a. Faut arriver à faire sa place, encore plus quand on est attendu comme ça, comme le Messi. Il arrive chez Toyota après Tanak, qui a été champion du monde, donc il est dans la voiture championne du monde. Il n'a pas le droit à l'erreur, encore une fois. Donc voilà, je dirais la seule anicroche qu'il y a pu y avoir dans leur carrière, et ben, c'est que voilà, ils n'ont pas pu gagner avec Citroën. Et surtout l'année du retour avec la C3 WRC en 2019, et ben apparemment c'était écrit que l'histoire d'amour avec Citroën serait toujours une histoire compliquée, du début à la fin. Oui, oui, Mais c'est vrai. une magnifique carrière en tout cas. Et comme tu le disais, il y en a beaucoup qui cherchent à opposer Loeb et Ogier, à savoir qui est le meilleur. Hmm.
Moi, j'ai tendance à croire qu'ils sont tous les deux juste les deux meilleurs champions du monde des rallyes qu'il y a pu y avoir, les deux meilleurs pilotes de rallye, et ça a été les deux meilleurs équipages de Mhm. rallye de toute l'histoire du championnat du monde des rallyes, et je pense qu'ils vont le rester pendant quelques temps encore. Oui, on est bien d'accord. Je partage tout à fait ton point de vue et cette conclusion. Alors, quelques questions en rafale quand même, Guillaume. Tu as mentionné Tanak, donc, qui restera à tout jamais comme celui qui a empêché Sébastien d'avoir une série, lui aussi, de 9 titres consécutifs. Tu as des infos sur l'absence de Dot et de ces Non. raisons extrasportives un petit peu? Non, hein, tu es comme moi, Non, oui, on non, ne sait pas trop. absolument pas. J'ai eu beau activer quelques Réseau. réseaux. Non, non, j'ai été très très surpris. Tu vois, je l'avais mis dans mes notes même. Mm. C'était le 2 novembre qu'ils ont annoncé le fait Oui, que Tanak serait forfait pour un rallye qui se disputait le 20 novembre, donc presque 3 semaines avant. J'ai trouvé ça très très étrange de mm. savoir. Voilà, alors est-ce que c'est un problème physique, une opération qu'il devait subir? Est-ce que J'espère pas, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est brouillé entre Tanak et Hyundai? Est-ce que honnêtement, j'ai aucune Ouais. idée et je me permettrai pas d'avoir une quelconque suspicion de quoi que ce soit. Euh, pour le coup, le secret a été extrêmement bien gardé. Ouais. Je t'avoue que j'ai Bon, aucune info. En tout ok. cas, on Oui, peut souligner le fait que Suninen, qui a oui, remplacé Tanak, a fait un très très bon rallye tout à aussi, fait. très consistant. Il est allé crescendo. Faut pas oublier que pour le coup, lui n'avait que 20 km d'expérience avec les pneus Pirelli sur l'asphalte, puisque bah, malheureusement, le seul rallye qu'il a disputé, c'était le Monte Carlo, et on sait comment ça s'est terminé à la fin de la première spéciale dans le fossé. Donc, non, un rallye très consistant. Il a progressé, il est monté en rythme. Il s'est battu avec Oliver Solberg de très belle manière. Et je Mhm. pense qu'il a clairement marqué des points pour l'année Oui, prochaine chez Hyundai. Pour un programme peut-être partiel, en alternance avec Oliver Solberg, qui lui aussi fait un très bon rallye oui, et qui oui. vient tout juste d'être confirmé pour le Monte Carlo et la Suède, donc en 2022 avec la troisième Hyundai. Donc il va y avoir Sordo, il va y avoir Suninen. On sait que Adamo aime bien jouer un peu avec ses pilotes. Donc Suninen, s'il n'est pas en WRC, sera très très certainement en WRC2 avec un fort soutien de Hyundai. Donc pas certain qu'il ait fait le mauvais choix de quitter M-Sport de manière complètement surprise en milieu de saison. Oui, Je oui. pense qu'il a bien rebondi. Voilà. Et chez M-Sport, pour enchaîner, bah, moi j'ai envie de dire un duo de base qui serait Breen et Fourmeau, moi ça me va très bien, hein. Oui, sauf que Fourmeau n'est pas encore Bah confirmé. oui, c'est ça. C'est Greensmith d'ailleurs qui a été confirmé au moment du shakedown du dernier rallye, donc à Monza, donc sur la deuxième voiture, donc apparemment pour un programme complet lui aussi, de la même manière que Craig Breen. Donc ça fera un line-up de deux pilotes sur tous les rallyes. Après, on sait qu'il y aura une troisième, voire même une quatrième voiture. Donc forcément, Fourmeau est fortement pressenti. Il a fait quand même une belle saison de manière globale. On parle de Loeb. Tu Ouais. sais que moi, j'étais pas convaincu il y a encore quelques semaines. Apparemment, ça se réchauffe énormément et peut-être même dès le Monte-Carlo. Alors après, Oui. quid de l'enchaînement Dakar-Monte-Carlo? Bon, ça on verra, hein. On va laisser le temps faire son œuvre. Mais bon, oui, moi, c'est Fourmeau qui me chagrine un petit peu. Là, je relisais l'interview ce matin de nos confrères d'Auto Hebdo, dans laquelle il dit que bah, il y a rien de confirmé encore pour le moment, hein. Donc Ah faudrait oui, je me pas suis peut-être un peu que. enflammé moi aussi, parce qu'effectivement, j'étais Non, persuadé que c'était. je pense qu'il n'y a Oui. pas trop de doute. Et puis avec l'appui de Red Bull derrière, Hmm. voilà, encore faut-il que cet appui soit confirmé. Et je pense que c'est là-dessus que la décision peut se faire. D'accord. Non, non, mais tu fais bien de pointer une situation peut-être pas si claire que ça, même si on l'espère, et qu'on imagine qu'il faisait partie de l'équation. Mais en tout cas, bon, Suninen chez Hyundai, c'est vrai que ça m'a semblé moi aussi assez évident qu'il avait sa place, là, qu'il la prenait d'emblée, et que Ouais. c'était bien pour lui. Katsuta, là aussi, dans la série Les petites questions au passage, bon, bah, après 5 résultats catastrophiques, là, au moins il revient un petit peu, il s'est mieux replacé, ça nous fait plaisir pour lui, on va dire. Oui, oui, oui. Et puis de manière générale, hein, moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué sur les deux dernières spéciales et notamment la Power Stage. On a senti quand même une vraie pression qui était pesante en fait sur pas mal d'équipages, bah, notamment sur cette Power Stage, hein. On voit qu'il y en a très très peu qui ont joué les points quand même, hein. Il y en a beaucoup Ouais. qui voulaient quand même euh,
surtout ne pas faire d'erreur, rester sur une bonne note, ne pas rester comme ceux qui auront commis une faute la dernière journée du dernier rallye des dernières WRC. Et Katsuta, très clairement, c'est ça, c'était un peu un processus de reconstruction de confiance qu'il avait besoin, sur lequel il s'est penché pendant ce rallye. Il a encore fait une petite faute qui arrache une roue. Il a de la chance d'être sur un circuit, de pouvoir rentrer comme ça à l'assistance, mais il aurait été sur une route Oui. ouverte, il ne rentrait pas. Hein. Non, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Toujours pas aidé par le fait que la valse des copilotes qui a encore continué cette fin de saison. Faudrait faire un épisode complet là-dessus, mais 4 pour Katsuta, 4 pour Solberg, 3 différents pour Mikkelsen, je crois. Enfin, Oui. c'est juste. Finalement, Neuville qui avait lancé la mode avec une interrogation que tout le monde se posait et qui a continué pendant pas mal de temps dans la saison, finalement, on se rend compte que ça a été plutôt ça. Finalement, il a changé qu'une fois dès le début et après, c'était bon. Oui. Ouais, et puis c'est validé pour un bon bout de temps, je pense, hein, au moins pour 2022. Là, il y a aucun souci. L'Alchimie a tout de suite pris et ils ont même gagné des rallyes ensemble. Donc non, là, il y a pas de souci sur le couple Neuville-Villidag. Oui. Mais tu vois, pour conclure et pour un peu boucler la boucle, oui, le fait que Ogier et Ingracia soient indissociables et tout gagner ensemble et étaient tellement un peu complémentaires et additionnels, comme je disais tout à l'heure, que là aussi, c'est peut-être pas un hasard que ce soit bien aussi qui gagne à la fin, quoi. Voilà. Oui, c'est sûr. On Voilà. verra l'année prochaine comment ça se passe avec l'appui de Benjamin Veillas. Allez. Faut noter aussi dans ce cadre-là la retraite de Simon Jean-Joseph, qui ne sera plus ouvreur pour Sébastien Ogier l'année prochaine, pardon. Et ce sera donc Stéphane Lefebvre, qui avait déjà œuvré notamment sur le rallye de Ypres pour Ogier et Ingracia. Donc voilà, encore une fois, un grand coup de chapeau à notre Martiniquais, très connu des fans de Subaru et autres. Ah oui. Simon J'ai une grande Joseph. tendresse pour Simon, que j'ai côtoyé pas mal de fois et qui est une personnalité vraiment un peu hors norme. Exactement. Une grande intelligence, une façon de s'exprimer superbe, qui dénote un peu dans le milieu. Et un mec sympa, enfin, on va dire, moi j'ai vraiment aucun souci. Je l'ai eu plusieurs fois en interview, soit sur RMC, soit sur place, bien sûr. Ah oui, moi j'ai toujours vraiment bien aimé le personnage et je le salue à distance. Hein. Toi aussi, je suppose. Voilà. Bon. Dis donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Johan Rossel alors? Johan Rossel, champion du monde WRC3, on est bien d'accord. Français encore. Ouais. On le ressort. Oui, champion du monde WRC3. Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il a vécu un week-end, je pense, qui a été extrêmement compliqué émotionnellement, puisqu'on sait qu'il a été déclassé du dernier rallye pour des raisons administratives qui sont ce qu'elles sont, qui peuvent être contestées, contestables selon comment on se positionne, mais en tout cas, c'était l'application stricte du règlement qui fait qu'il a été déclassé. Donc, ils arrivaient avec Kajetanovic à égalité parfaite avant le rallye, donc celui qui gagnait sera champion. Et puis, ça a été une bagarre folle entre les deux, à coup de secondes pendant tout le rallye. Donc, Johan était plutôt en avance de seulement quelques secondes pendant la première moitié du rallye. Et puis ensuite, Kajetanovic a refait un petit peu son retard. Il arrive à l'aplomb de la Power Stage avec 2 secondes d'avance sur Rossel. Donc à ce moment-là, il est champion. Après, on sait qu'il y a les points attribués aussi pour la Power Stage, mais en tout cas, ça ne compensait pas puisqu'il y a 7 points entre le premier et le deuxième et la Power Stage n'offre que 5 points. Donc voilà. Et puis finalement, il nous sort un chrono d'enfer et une attaque folle sur la dernière spéciale. Et puis il parvient à arracher la victoire à Kajetanovic et donc à être champion du monde. WRC3, donc voilà, un 3e champion du monde français en rallye cette année, si on rappelle Pierre Rague en catégorie RGT, c'est vrai, avec l'Alpine. Donc ça fait une belle moisson pour nos Français. La C3 WRC qui est aussi championne du monde. Donc non, un grand bravo qui montre aussi le niveau de performance du championnat de France, puisque Johan Rossel s'est battu. Il y a 2 ans, il était champion de France. Couteau tiré, voilà, avec Johan Bonato en championnat de France. Donc ça promet. Et puis apparemment, pareil, notre ami Didier Clément, donc l'ancien
très connu ingénieur de Notre Sébastien ami, Loeb. je le dis, oui, sincèrement. Voilà, Il nous qui, suit sur l'After il nous Lab, je le suit, dis il aussi nous suit, sincèrement, tout à fait. exactement. Et donc, on peut Salut lui Didier. passer un petit bonjour. Et donc, de la même manière, je lisais ce matin une interview de sa part qui disait que les budgets pour l'année prochaine avaient été plus ou moins validés, que les répartitions n'étaient pas encore forcément réalisées d'un point de vue rallye, mais qu'il y avait de fortes chances que Johan Rossel soit encore soutenu par Citroën de manière officielle, et cette fois en WRC2. Ah, Donc le step un petit peu au-dessus voilà. pour une campagne en championnat du monde. Donc que des Ça bonnes sera- choses en Eh espérant oui. que à terme il puisse accompagner un Adrien Fourmeau en championnat du monde des rallyes pour être potentiellement notre futur champion du monde. Parce que là aussi la question va se poser, hein. 17 titres en 18 ans pour Ogier et Loeb. Et la relève va être très très compliquée. Ouais, non, mais c'est évident. Johan Rossel a 26 ans. Ouais. Donc ça va, il est encore en possibilité de devenir, si j'ose dire, hein. On va dire que Rovanperä est peut-être un peu une exception, c'est-à-dire qu'effectivement, gagner, et être à ce niveau-là dès l'âge de 20 ans, bon, même pas Loeb, même pas Ogier n'était à ce point-là aussi jeune, hein, on est d'accord. Donc bon. Après, on sait, voilà, on connaît un petit peu la situation de Kalle Rovanperä, on connaît la situation de Oliver Solberg. Sans être péjoratif, c'est des fils d'eux. Donc ça aide tout simplement à baigner dedans depuis qu'on est tout petit, à l'instar d'un Max Verstappen par exemple. Donc forcément, ça aide à arriver au plus haut niveau un peu plus rapidement. Mais c'est pas ce qui va faire les chronos à la fin et ce qui va gagner des victoires. Donc faudra voir. Ils ont encore leur chance. En France, on a d'autres petits prodiges ou en tout cas talents. Voilà, le quid de Pierre-Louis Loubet, savoir comment est-ce qu'il va pouvoir rebondir l'année prochaine. On a un Nicolas Siamin aussi qui fait des merveilles en championnat de France récemment. Donc voilà, après les autres sont un petit peu plus âgés, on va dire, et ont peut-être laissé un peu passer la chance en championnat du monde, mais il y a encore quelques beaux talents qui arrivent en rallye France. Ouais. Guillaume, je te propose pour les 5 dernières minutes, et après je te libérerai, mais Déjà. encore une fois, tu sais que je te remercie de ta disponibilité tout au long de l'année. C'était vraiment bien sympa de se retrouver régulièrement et de proposer ces épisodes WRC, de mettre le focus sur cette discipline qu'on aime tant, et permets-moi publiquement de te remercier beaucoup de ton investissement là aussi à mon égard et de ta participation à l'Afterlab. Si je te demande un petit peu quel est ton image ou tes images qui te viennent à l'esprit. Là, c'est vrai que quand tu parles de Rovanperä, moi, je reste persuadé que ces 2 victoires cette année sont une forme d'événement. Oui, ça, c'est évident qu'il a réécrit un petit peu quand même l'histoire du WRC. Mais est-ce que tu as un ou deux faits à nous donner en priorité ou une ou deux images qui te reviennent en mémoire plus que les autres? J'allais te poser la même question parce que ce rallye marque la fin du WRC, enfin des WRC tels qu'on les connaît aujourd'hui. On sait qu'en 2022, il va y avoir une révolution absolument importante de la technologie des voitures. Cette saison 2021, pour moi, elle a été marquée de plusieurs choses, hein. Vraiment pêle-mêle, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Le superbe rallye de l'Arctique qu'on a pu avoir avec des images juste merveilleuses sur la neige. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Le Kenya aussi qui m'a marqué énormément parce que c'est un rallye qui m'avait fait rêver quand j'étais tout petit, à l'époque des Focus avec Colin McRae notamment, ces voitures vraiment spécifiques à ce rallye. On a eu un rallye du Kenya qui était juste fabuleux. Il y a plein de choses, tu l'as mentionné, des victoires de Kalle Rovanperä qui marquent une nouvelle ère du WRC. Mais il y a quand même, oui, une image qui me reste en tête, c'est la Power Stage en Croatie, où justement, pour moi, sans être le tournant de la saison, en tout cas, ça a été vraiment une image clé de la domination que peut avoir et de la mainmise que peut avoir Ogier sur la saison, sur sa maîtrise en fait de la voiture et de la discipline. On se rappelle qu'il part pour la victoire en fait dans cette Power Stage de la Croatie où il faut qu'il devance Neuville et Evans pour avoir la victoire. Il se fait une énorme chaleur sur un coup de raquette de la voiture au sommet d'une bosse. Il arrive à la maîtriser dans une spéciale qui était très compliquée alors que Evans et Neuville font 2 petites fautes. Et il va chercher la Power Stage, il va chercher la victoire.
Et c'est peut-être pas le tournant du championnat, mais en tout cas, c'est une image forte qui me restera en tête parce que c'était un Ouais. tout nouveau rallye pour tout le monde. Le Oui, retour des spectateurs aussi sur les spéciales, et ça, c'était juste magique. oui, Donc oui, t'as voilà raison. mon image clé. Et à mon tour de te poser la question de savoir Oui. quel a été ton moment fort. Mais c'est vrai que la Croatie, tu as raison, puisqu'il y avait aussi ce décor avec ce château un petit peu qui a servi de décor sur tout le rallye. Et c'est vrai que c'était symbolique. Et pour une nouvelle épreuve, là, c'était bien. Non, moi, je dirais, d'abord, je rappellerai à tout le monde, si tant est qu'il le faille le faire, mais peut-être, au final, il y a 5 victoires sur 12 rallyes, quoi, pour Sébastien Ogier. Je veux dire, Mm. attendez, remettons aussi les choses dans leur contexte. Bah, il y a quand même le King, et puis un peu peut-être les autres quand même, même si Evans, bravo à lui, et on lui rendra toujours hommage d'avoir effectivement nous avoir proposé un spectacle jusqu'au bout du championnat. Mais au final, je suis désolé, quand on gagne 5 sur 12, et quand tu finis avec 23 points d'avance finalement, bah oui, le meilleur, il n'y a pas photo, c'est bien celui qui est le champion du monde, en l'occurrence Sébastien Ogier. Alors moi, c'est donc une image Ogier qui me restera en mémoire. Évidemment que j'ai adoré qu'il gagne encore une fois le Monte-Carlo. Voilà, ça, chaque année, quand on s'y remet dans le bain du WRC et que je le vois encore gagner pour la 8e fois, c'est sûr que bah, je me dis oui, c'est fabuleux et voilà, ça participe à sa légende. J'ai adoré évidemment l'arrivée de la Power Stage à Monza, on en a suffisamment parlé, oui, qui restera une image super forte. Mais je crois, et tu l'as déjà cité, que l'image la plus symbolique, c'est celle du Kenya. Alors, d'une part, pour le rallye en lui-même, ce retour, d'une épreuve un peu mythique dans le calendrier, ce déplacement sur un continent qui a déjà fait partie du championnat, voilà, bien sûr, mais là qui revient de manière un peu événementielle, l'Afrique, de nouveau au programme, bah, c'était fabuleux, ça nous a fait des images incroyables, effectivement, de ces animaux sauvages un petit peu, qu'il faut parfois, fallait rouler au milieu, enfin, c'est vrai que c'était incroyable, et le fait que ce soit notre ami Seb qui gagne, même si ça n'a pas été un rallye, si je me souviens bien, où il a dominé de la tête et des épaules, parce que je crois que c'est plutôt Euh, Neuville, hein, on est bien d'accord, oui, qui devait il y avait gagner, hein, je m'en souviens Piastri bien. le dernier matin alors qu'il avait rallye C'est gagné. ça. Donc, ouais. Ah oui, voilà, donc on est tout à fait d'accord, j'ai bien ce souvenir-là, mais comme par hasard, et ben, au final, c'était Sébastien qui avait gagné. Et pour un rallye voilà, qui faisait l'événement, bah, c'est lui qui gagne. Et je crois que c'était là, à mon avis, ça a été ça le symbole de toute l'année. Alors, je ne veux pas dire qu'il avait récupéré une victoire qu'il ne méritait pas, non, parce que je viens justement de dire le contraire, qu'il méritait d'être champion sur l'ensemble de l'année, mais que ce soit lui au final qui gagne, voilà, là je dis, tiens, il y a eu un petit coup du destin qui fait que bah, c'était symbolique peut-être de ce qui nous attendait pour la fin de l'année, quoi. Voilà. Mm, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, ouais, on a vécu une très très belle saison en 2021 Mhm. qui promet pour la saison 2022. Et puis, ben, en attendant, ben, encore une fois, hein, moi j'invite tous nos spectateurs, téléspectateurs, auditeurs sur YouTube ou autres à nous laisser un petit commentaire en nous disant bah, voilà, quel est eux leur moment ou leurs 3 moments préférés de la saison 2021, qu'est-ce qui les a marqués, qu'est-ce qu'ils aimeraient revoir ou qu'est-ce qu'ils ont un peu moins apprécié sur cette saison-là. Voilà, juste pour ouvrir le débat, pour pouvoir discuter un peu ensemble, interagir, ce sera avec plaisir. Donc Voilà. surtout ne pas hésiter. Eh bien, écoute, ça sera le mot de la fin. Guillaume, encore une fois, un grand merci pour ta disponibilité tout au long de l'année. C'est vrai que j'étais parti sur un mode où on faisait un épisode WRC quand il n'y avait pas la Formule 1, en quelque sorte. Et puis, tu m'as convaincu que s'il fallait faire 2 épisodes par semaine, eh ben, on les ferait. Et donc, je ne regrette pas du tout, effectivement, ce choix parce que c'était toujours l'occasion de papoter de manière très conviviale et très sympa ensemble, mais également très professionnelle et ô combien je suis content d'avoir en Tristan Gomandi d'un côté et en toi de l'autre, et en Jean-Philippe Doré du côté de l'endurance, bah, des amis consultants qui sont super pointus et qui nous font toujours des remarques très pertinentes et très bien vues. Et je crois que ça se ressent dans les commentaires sur YouTube notamment. Donc merci à toi, Guillaume, sincèrement. Longue vie à, à tes activités en dehors ou sur la piste, évidemment, puisque cette année, tu as Ouais, pu revenir aussi un petit peu plus sur le terrain. Tu m'envoies exactement. ravi. Auto Exactement. Mini Racing, bien sûr, tu nous tiens au courant parce que c'est Bien cette sûr. aventure des modèles réduits, ça reste aussi fabuleux et bluffant. T'as pas un modèle à nous montrer là pour Eh finir ben, l'année écoute, là, non? bah, si, il faut bien une Si. surprise à la fin Ah, il voilà, faut bien une bon. surprise à la fin de l'épisode. Voilà. Aujourd'hui, on ne rend pas hommage à, Ah, à Sébastien Ogier, mais plutôt à son rival ces dernières années, Thierry Neuville. oui,
Ouais, c'est Donc ça. voilà, je vous présente, ce sont des artisans français de chez JF Création, que vous pouvez retrouver sur les réseaux, sur Internet, qui font ces magnifiques casques réplica. Donc là, en l'occurrence, c'est le duel de la bande dessinée, justement, duel de Michel Vaillant, entre Neuville et Michel Vaillant. Donc, qui sont deux magnifiques casques de ces deux pilotes. Et puis surtout, voilà, pour faire un peu le trait d'union entre nous tous dans la petite famille d'Automini Racing, le casque de Tristan Gomendi, Signé. que j'ai pu lui faire signer effectivement lorsqu'on s'est rencontrés aux 24 heures du Mans, puisque tu l'as mentionné, j'ai eu la chance de pouvoir réœuvrer encore un peu cette année. Donc son casque sur l'Alpine en 2013. Donc j'avais pu le côtoyer cette année-là et c'était un plaisir de pouvoir le rencontrer. C'est toujours un plaisir aussi de l'écouter et de t'écouter aussi lors de vos débriefings F1. Avec des mots qui ne sont jamais mâchés, des idées qui sont très tranchées et très, très pertinentes. Donc, encore une fois, moi aussi, je te remercie pour ta confiance. Je remercie tous les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent régulièrement. Encore une fois, n'hésitez pas, partagez, commentez. Voilà, ça nous donne envie de continuer. Et puis, si vous avez aussi des remarques, des sujets particuliers que vous souhaitez peut-être évoquer pendant l'intersaison, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je serais ravi de pouvoir détailler quelques points de réglementation, par exemple pour l'année 2022 qui sera très, très spécifique, ou alors si on fait un débrief complet de toute la saison pour revenir un peu plus en détail, parce que c'est vrai que là, on a évoqué plein de sujets, mais au final, il y a plein de visions a posteriori qui peuvent être des lectures différentes, en tout cas, de tout ce qui s'est passé. Mais encore une fois, on a eu une superbe saison en 2021, on a eu 12 rallyes, c'était pas quelque chose qui était forcément évident à la base. Donc voilà, que tout se passe bien, portez-vous tous bien, toi le premier LFB, passez des belles fêtes de fin d'année si jamais on n'a pas l'occasion de se revoir, et puis longue vie au rallye, longue vie à l'Afterlap et au sport auto. Merci beaucoup Guillaume pour tes bons mots, c'est très sympa et je peux pas dire mieux. Donc voilà, ainsi prend fin l'épisode 108 de l'Afterlap spécial Rallye Monza, spécial WRC, spécial 8e titre de Sébastien Ogier et de Julien Ingracia. À bientôt les amis, à bientôt Guillaume, salut. Ciao.